Bonjour tout le monde, bienvenue. Merci d'être présent à cette conférence du Réseau québécois de soins palliatifs et de fin de vie. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Annie Janvier, qui est néonatologiste et chercheure et éthicienne clinique au CHU de Sainte-Justine. Et elle va nous entretenir d'un projet pilote clinicien soutien qui a été effectué au CHU de Sainte-Justine avec des données préliminaires. C'est un projet qui a été financé, un projet pilote financé par le Réseau québécois de soins palliatifs. Sans plus tarder, je lui cède la parole. Merci. Merci. Est-ce que tu m'entends bien, juste pour être sûr que mon micro va bien? Excellent. Dans le fond, je présente ça pour mon équipe, au nom de mon équipe, parce que c'est quand même difficile d'être plusieurs dans une salle. Il faut qu'on porte un masque. Puis après, c'est aussi difficile de se passer le bâton Zoom quand on est un tag team. Donc, juste pour dire, ceux qui sont impliqués dans ce projet-là, de près, il y en a d'autres de loin. De près, il y a Alexis Bigromercier, qui est une infirmière, Sophie Bélanger, qui est une infirmière praticienne, Christine Tremblay, Audrey Laronne-Junot et Martin Reichherza, qui sont nos infirmières cadres et cadres conseils. Claude Julibourg, qui est sociologue et qui nous aide beaucoup en recherche. Il y a aussi Antoine Payot et Serge Sultan qui sont sur le projet. Moi, je suis néonatologiste. Je suis aussi en éthique clinique. Et, bon, mon PowerPoint n'avance pas. Donc, il va juste falloir que j'essaye de faire avancer mon affaire. Je reshare mon screen. Hop. Slideshow. Et voilà. Donc, une mise en contexte, la majorité des décès en pédiatrie surviennent avant l'âge d'1 an et généralement, c'est dans les décès périnataux ou les décès néonataux. Fait qu'à Sainte-Justine, on a 400 décès périnataux, dont 60 qui se passent à l'unité des soins intensifs. Il y a aussi beaucoup de bébés qui ne décèdent pas en néonatologie, mais qui ont un parcours difficile parsemé de décisions de réorientation de soins. Puis, dans le fond, les cliniciens ont peu de formation. Souvent, on apprend sur le tas. On a, par exemple, en néonatologie, on est la plus grande unité de néonates au Canada. On a 300 infirmières qui travaillent, 60 décès, plusieurs décisions complexes à prendre, mais ce n'est pas rare que pour une infirmière, ça soit son premier décès ou sa première situation difficile ou sa première situation difficile d'un certain type. Quand on demande aux cliniciens ce dont ils ont besoin, quand on regarde les articles dans la littérature, c'est les communications en relation avec les parents et familles, celles qui vont devenir endeuillées, celles qui sont endeuillées, celles qui sont dans des situations difficiles, la détresse morale des cliniciens, puis l'aide et le soutien pour les décisions difficiles et aussi l'éducation rentre dans aide et soutien. Fait que dans le fond, quels étaient nos objectifs? C'est d'implanter un curriculum de formation interdisciplinaire puis de fonctionnement en soins palliatifs périnataux, en formant des cliniciens soutiens qui serviront de mentors et d'enseignants auprès de leurs collègues, qui aideront aussi à donner des soins de soutien aux familles, puis qui seront le thermomètre de l'unité pour nous dire où est-ce qu'il faudrait peut-être qu'on fasse une réunion multi ou quand est-ce que ça va moins bien ou qu'est-ce qu'ils suggèrent. Parce que des fois, on l'apprend trop tard, donc être proactif. Ça s'est passé et ça se passe encore à l'unité de néonat du CHU Sainte-Justine. C'est supposé être terminé. Vous savez, il y a une pandémie, la pandémie COVID, vous voyez mon petit monsieur tout à fait dévasté de la situation parce qu'on a dû plusieurs fois réaligner le tir sur comment on faisait ce projet-là. Il y a eu plusieurs défis parce que dans le protocole de recherche, on allait au centre de simulation qui est fermé puis qui est maintenant seulement là pour les simulations urgentes et cliniques. Les formations en présentiel où on était tous ensemble, on faisait des jeux de rôle et tout, ont été impossibles. Parce qu'on ne peut pas être à faire des jeux de rôle avec les masques, puis on ne peut pas être plus que 4-5 d'une salle. Les priorités aussi organisationnelles ont été pour la formation COVID et l'adaptation de la clinique. Puis, on est aussi en effectif réduit toujours parce que des retraits des cliniciennes, que ce soit enceintes, qui ont été dépistées, qui sont en quarantaine, qui sont pris post-COVID, qui ont des enfants qui sont fait dépister, vous comprenez aussi la logique, vous êtes dans la même logique que nous.
Donc, on a ajusté notre protocole et on a repris en septembre 2020, en fait, parce que le soutien est encore plus nécessaire, parce que les parents sont isolés dans le décès, parce que la détresse morale est plus grande, justement parce qu'il y a des effectifs réduits. On fait des formations en Zoom. Je parlais à François avant comment c'est difficile des fois de le faire de chez nous, puis de parler de patients, mais on est supposé garder une confidentialité, donc porter un masque et tout ça. Fait qu'il y a quand même un casque d'écoute, désolé, fallu s'adapter. Fait que qui sont les cliniciens? Les cliniciens se sont portés volontaires, ont été choisis par les infirmières-chefs. Dans les cliniciens, il y a des infirmières auxiliaires, des assistantes infirmières-chefs, des inhalothérapeutes, ergothérapeutes, consultantes en lactation, des agents administratifs. Il y a aussi les fellows et les résidents qui vont rentrer dans ce projet-là. On en a formé 23 en 2020, puis 25 cliniciens soutiens s'ajoutent là. On est en train de les former. Ce qu'on essaie d'avoir, c'est un clinicien soutien par shift en tout temps, par quart de travail identifié, qui est une personne ressource pour ses collègues. Elle n'est pas libérée, dans le fond. Ce n'est pas une personne qui est là en disant « je suis clinicien soutien puis je ne fais rien d'autre ». En fait, elle fait son travail de, que ce soit agent administratif, inhalo, infirmière, conseillère en lactation, mais elles sont de le terrain puis elle donne son aide si on a besoin d'elle sur l'unité. Surtout pour les décès, pour les conflits et problèmes de communication, pour l'écoute, puis dépister les situations problématiques. Fait que dans le fond, on a fait un cursus de formation et on forme les cliniciens soutiens sur les thématiques qui ont été soulevées comme étant les plus importantes, la détresse morale, la communication avec les parents dans des situations qu'on appelle simples et complexes. Complexe, c'est quand on commence à penser à réorienter les soins, parler de soins palliatifs. Sur la soins palliatifs, décision de soins et sur la qualité de vie. Il y a de l'enseignement qui est complètement terminé, puis dans le fond, on remarque les fruits portés suite à cette formation-là, qui est le projet Ruban, dont je vais vous parler plus en détail. Mais toutes les capsules d'enseignement, dans le fond, sont investiguées de la même manière que le projet Ruban. Les cliniciens soutiens ont des rencontres aux 6 semaines en Zoom ou en présentiel aussi. Dans le fond, c'est des conférences soutien qu'on donne sur des thèmes qu'ils choisissent à mesure que la formation se passe sur des sujets qui émergent, qui sont importants ou qui sentent qu'ils ont besoin d'aide. On a des discussions de cas cliniques toutes les semaines en interdisciplinarité les mardis où ils assistent. Et il va y avoir, il n'y a pas encore eu, du co-développement en groupe de 3-4 cliniciens 2 fois par année. Et dans le fond, vous allez voir, c'est une recherche-intervention. À mesure qu'on avance, on demande aux cliniciens soutien ce dont ils ont besoin. Comment on fait l'évaluation? Avec des questionnaires suite à chaque formation, pré-post-formation pour voir les connaissances, post-formation plus loin pour voir les connaissances résiduelles. Puis à chaque semaine, avez-vous utilisé vos formations? Dans quel contexte? Identifier ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, puis qu'est-ce que vous avez besoin de plus? Et on évalue aussi sur le terrain l'impact de nos formations, par exemple l'utilisation des outils créés, le nombre de discussions multi, et vous allez voir, je vais vous donner des résultats préliminaires là-dessus. Fait qu'un des exemples dont je vais vous parler aujourd'hui, parce que c'est intéressant puis c'est assez unique en médecine, c'est le projet Ruban. Dans le fond, le projet Ruban, c'est parce qu'on a souvent des jumeaux ou des triplés dans l'unité, pas souvent des triplés, mais très souvent des jumeaux qui sont discordants pour le décès. Dans le fond, un jumeau est décédé, l'autre non, ou 2 triplés sont décédés et l'autre non. C'est une situation qui est difficile pour les parents, mais aussi pour les cliniciens, parce qu'il y a une grande ambivalence des parents. Donc, je vais vous présenter la formation, dans le fond, qu'on a donnée aux cliniciens. Je l'ai vraiment abrégée parce que la formation dure 1 heure avec beaucoup d'interactions. Puis celle-ci, je veux dire, j'ai mis vraiment juste les points clés avec il n'y aura pas d'interaction. Puis je vais vous parler de l'évaluation des impacts que ça a eu sur notre unité. Fait que dans le fond, un nombre significatif des admissions en néonatologie sont des triplés, des jumeaux et des triplés.
En fait, si vous regardez les jumeaux, 50% des jumeaux ont besoin de soins d'intensifs néonataux parce qu'ils naissent prématurément. Ils prennent plus de place dans l'utérus, puis presque tous les triplés viennent en néonatologie. Il y a vraiment un nombre augmenté de complications, dont le décès. Et il y a des morts in utero qui sont accidentelles ou parfois, parce qu'il y a plus de malformations aussi sur les jumeaux, bien, il y a une interruption sélective de grossesse qui a lieu. Donc, la maman accouche d'un bébé qui est décédé avant un autre des bébés qui est vivant. Et il y a aussi des morts en néonatologie. Fait que le projet Ruban, c'est comment parler à ces familles-là et comment aussi être capable de les supporter et de les aider. Ce projet, en fait, a été développé, les bases du projet et la recherche par Nick Embleton, qui est en Angleterre, qui est chercheur néonatologiste. Et ce projet-là s'appelle le Butterfly Project. Nous, le projet Papillon. Nous, par expérience et en ayant consulté plusieurs parents partenaires qui travaillent avec nous, qui ont des bébés qui sont décédés, qui font encore partie de leur famille et de leur cœur, ils n'aiment pas du tout l'espèce d'analogie de la chenille qui se transforme en papillon. Puis, dans le fond, on a trouvé une autre manière que d'utiliser le papillon parce que vous allez voir qu'on s'en sert beaucoup après ça sur l'unité comme symbole. Et le papillon ne plaisait pas à nombreux parents, donc on leur a demandé qu'est-ce qui leur plaisait et c'était le ruban qui est le symbole du deuil périnatal. Dans le fond, les soignants, ça c'est la présentation qu'on présentait vraiment en écourté là, aux cliniciens. Et c'est pour dire que les soignants, nous, on est souvent les seuls à avoir connu un bébé qui est décédé. Et il y a une coexistence de sentiments contradictoires chez les parents, puis vraiment un manque de confiance du personnel dans cette situation délicate de est-ce qu'on évite d'en parler, est-ce qu'on en parle? En fait aussi, malheureusement, même quand on ne sait pas si on doit en parler ou pas, c'est encore pire de même pas savoir que c'est arrivé, puis de dire « Hey, avez-vous d'autres enfants? » Puis les parents sont là, franchement, tu sais, mon fils il est mort la semaine passée. Et d'éviter les commentaires blessants que certains utilisent pour bien faire, mais qui blessent énormément les parents, comme « au moins, il vous en reste un ». Fait que dans le fond, les thèmes identifiés qui étaient importants pour ces parents-là et qu'on a enseigné, c'est reconnaître le statut du jumeau. Il faut qu'on soit capable de le savoir quand on a un clinicien qui s'occupe d'un bébé rapidement que c'est le frère ou la sœur d'un autre bébé qui est décédé. De reconnaître le deuil, d'offrir un soutien émotionnel, de fournir de l'information pertinente, d'assurer la continuité des soins, de confectionner des souvenirs, de répartir autrement les patients sur l'unité, puis de préparer les parents au congé. Et on va parler de ces 8 sujets-là. Fait que je vous donne des exemples dans la recherche de Nick Embleton de ce que les parents disaient, qui les avaient aidés ou qui les avaient nuits. Fait que vous allez voir beaucoup de verbatim de parents qui faisaient partie de l'étude de Nick Embleton. Donc, le personnel, savait tout ce qui s'était passé. Je crois que c'était vraiment important. Personne n'a jamais essayé de nous traiter comme si on avait eu seulement un enfant. Un des infirmiers, lorsqu'on était sur l'unité, a mentionné le jumeau décédé. Il nous a dit, « Nous savons ce qui est arrivé. Si vous voulez un jour en parler ou quoi que ce soit, nous sommes là pour vous. » Et c'est important de ne pas ignorer ou faire semblant que ce n'est pas arrivé ou de, si les parents en parlent, de ne pas tout d'un coup antagoniser leur peine puis d'aller à ce qui va bien. C'est important de reconnaître ce statut-là. Comment on fait pour le reconnaître? Dans le fond, sur notre unité, on a décidé d'utiliser le ruban. On a des centaines de stickers, de petits autocollants qu'on colle à beaucoup d'endroits pour que nous, on soit à l'affût. Fait que si je fais une consultation anténatale, sur ma feuille de consultation qui est gardée par la suite sur l'unité, s'il y a un jumeau qui est décédé ou qui a eu une terminaison de grossesse, bien, je vais mettre le petit ruban puis je vais écrire le nom du jumeau décédé dessus.
La même chose sur la carte bleue de l'hôpital qu'on utilise pour plaquer, en fait, tous les documents. Elle est dessus. C'est sur le dossier. C'est sur le Cardex, l'outil de travail des infirmières. C'est sur le bilan de 24 heures qu'on consulte tout le temps en néonatologie. C'est même sur l'incubateur du bébé pour que quand on regarde le bébé vivant, mettons qu'il va bien ou pas, bien, on voit qu'il y a un ruban, on sait que c'est un bébé survivant. Donc, c'est suite à des commentaires de parents et la première étape, c'est vraiment de le reconnaître. Et les commentaires, comme vous voyez à droite, ils oubliaient que c'était un jumeau. C'est pas qu'ils oubliaient souvent, ils ne le savaient même pas. Fait qu'un petit papillon bleu, un simple papillon sur l'incubateur, puis il savait qu'il était un jumeau et le problème était réglé. Fait que dans le fond, nous, quand il y a ce petit sticker-là qui est vraiment présent pas mal partout sur les objets qui sont associés au bébé et ses soins cliniques. La deuxième chose, qui est important, c'est de reconnaître le deuil. Dans le fond, c'est facile quand on est un clinicien qui essaie d'être positif, puis qu'on a beaucoup de choses à faire aussi quand un bébé est aux soins intensifs ou en néonatologie, de dire, bien, regarde, je vais me concentrer sur le survivant, sur la job que je fais, sur ce qui va bien, puis je vais être capable de mieux aider les parents comme ça. Et dans le fond, quand Nick Embleton, le même chercheur, a questionné des sages-femmes et en fait tout ça, des cliniciens, des infirmières, des néonatologistes, des obstétriciens, ils disaient un peu tous le même message, bien, on se concentre sur le positif, pas sur le deuil. Mais dans le fond, on devrait être capable de gérer le deuil et la joie en même temps, puis de prendre le temps de le faire. Offrir un soutien émotionnel aux parents, c'est important. Donc, un verbatim d'une maman. Et le personnel ne s'autorisait pas le droit d'avoir de la peine pour nous. On le ressentait lorsqu'il quittait la salle. C'était réconfortant de savoir qu'on n'était pas les seuls à être bouleversés. Les parents apprécient lorsque le personnel soignant démontre de la compassion. Je vais toujours être heureuse de parler avec vous. Utiliser le nom du bébé décédé. Aujourd'hui n'est peut-être pas opportun pour vous d'en parler, mais on peut toujours en discuter une autre journée. Fait que dans le fond, ouvrir la porte, il y a des parents qui ne veulent pas en parler. Tous les parents, quand on le nomme, sont reconnaissants. Pas tous veulent en parler, mais il y en a beaucoup qui veulent en parler. Il faut aussi fournir du support moral, normaliser les émotions. C'est normal de ressentir du bonheur et de la tristesse en même temps. Puis, organiser le suivi on a une psychologue qui travaille sur l'unité. Des fois, il y a une travailleuse sociale, ça peut être intéressant pour certaines familles. Et les soins spirituels sont aussi importants pour de nombreuses familles. Écoutez. Moi, j'ai aux résidents, quand vous posez cette question-là, des fois, vous allez avoir des parents qui vont parler pendant 15-20 minutes, fait que préparez-vous. D'autres fois, ben, ils vont pleurer, bien, préparez-vous aussi. Fait que dans le fond, se préparer à une ouverture. De fournir l'information pertinente. Parfois, bien, il y a un bébé qui est en train de décéder sous un des jumeaux. C'est important d'offrir de la proximité entre jumeaux, d'avoir des photos, les deux ensemble, d'avoir des photos de famille. C'est important de parler de ce qui arrive après le décès, l'emplacement du corps du bébé qui décède, puis les groupes de soutien et d'aide psychologique pour un deuil en même temps qu'un bébé est en néonatologie. Fait que dans le fond, on a énormément de soutien pour le deuil sur notre unité d'outils, mais il faut aussi savoir bien, où est-ce qu'ils sont, comment ça fonctionne et tout ça. Puis dans le fond, les infirmières qui sont là depuis le plus longtemps et les cliniciens de soutien savent comment, en fait, rapidement obtenir cette information-là pour faire ramasser les souvenirs, puis que ça soit le plus significatif possible pour les familles. Assurer la continuité des soins, dans le fond, le dire quand on fait notre transfert, que c'est un bébé survivant d'un jumeau qui est décédé, par exemple. Puis, dans le fond, d'essayer le plus possible d'avoir les mêmes cliniciens ou infirmières. Vous savez, si on en a 300, c'est peut-être mieux que ce soit des mêmes infirmières, surtout les semaines qui suivent, qui s'occupent de cette famille-là. C'était vraiment bien, comme disait une maman. Nous connaissions un soignant de l'équipe et nous lui faisions confiance pour ce genre de choses et l'équipe est allée la chercher rapidement.
C'était souvent une nouvelle infirmière, donc nous devions lui réexpliquer tout, lui dit une autre mère. Confectionner des souvenirs, je pense que tout le monde en soins palliatifs est au courant de ça. Par exemple, d'avoir les bébés ensemble, de prendre des photos. On a Portrait d'étincelles qui prennent, c'est des photographes bénévoles qui prennent des superbes photos. On a aussi les empreintes des mains et des pieds des bébés, mais qui sont faits aussi dans un plâtre qu'on envoie à une compagnie et qui, par la suite, livrent cela aux parents qui sont intéressés. Et on peut aussi faire pour les jumeaux les empreintes de celui qui est décédé avec celui qui est vivant pour que celui qui est vivant plus tard, le survivant, qui doit revivre avec ça, parce que ce n'est pas non plus facile, il y a beaucoup de littérature là-dessus, ait aussi un souvenir à lui. Ensuite, la répartition des parents sur l'unité des patients, c'est quelque chose qui est important dans cette situation-là. D'habitude, nous, on a des chambres simples où les bébés sont seuls dedans et des chambres de jumeaux. Et il faut faire attention, on est souvent très plein aussi sur notre unité. Fait que, mettons qu'il y a un bébé qui décède, c'est pas rare que le lit soit rapidement rempli. Comme partout en adulte, il y a peu de place d'admission, puis on est toujours relativement plein. Quand le lit est rempli dans les 2 heures qui suivent, que le corps soit parti à la morgue, puis dans le fond, les parents trouvent ça atroce d'avoir leur bébé remplacé. Quand il y a un décès, ils ne s'en rendent pas compte. Comme en adulte, là, il y a un patient qui meurt, des fois, on s'en rend compte parce qu'il y a l'autre qui attend dans le couloir, puis c'est malaisant. Mais ici, ils s'en rendent compte parce qu'ils viennent revisiter leur bébé, puis rapidement après, leur bébé vivant, il y a un bébé qui est là. Donc, c'est assez important de nous coordonner pour aller mettre ce bébé-là dans une chambre simple, quitte à prendre un bébé qui est dans une chambre simple puis qui n'est pas lui-même un jumeau, puis de le mettre dans la chambre de jumeaux. Ensuite, il faut faire attention aussi de ne pas mettre ce bébé-là éventuellement dans une salle de jumeaux quand il manque de place avec un autre bébé pour que les parents ressentent ce vide-là. Fait que c'est un peu des exemples de parents qui ont été blessés par ça. C'est un peu insensible de leur part de nous placer dans la même chambre que des jumeaux. Préparer les parents pour le congé, c'est important aussi. Organiser une rencontre pré-congé, offrir du soutien au deuil, puis parfois, on oubliait ça avant. Dans le fond, quand un bébé est resté en néonatologie, il part avec son résumé de dossier, puis dans le résumé de dossier, il va se faire suivre par un autre pédiatre ou un médecin de famille, généralement un pédiatre. On n'écrivait pas nécessairement que c'est un survivant de bébé, de son frère ou sa sœur était décédé, ni le nom du frère ou de la sœur. Puis, dans le fond, le pédiatre aussi, lui, arrivait et disait « Avez-vous d'autres enfants? » Puis, dans le fond, les parents avaient à tout réexpliquer. On oubliait aussi régulièrement à mettre les parents avec un groupe de soutien de deuil parce que, dans le fond, l'autre bébé avait survécu. Les parents ne faisaient pas nécessairement le soutien de deuil pendant l'hospitalisation de celui qui était vivant. Puis au congé, on ne faisait pas les mêmes gestes qu'on fait d'habitude, par exemple, appeler le CLSC pour qu'il rappelle les parents, parce que parfois, le décès était survenu ou in utero ou à la naissance ou il y a 2 mois, par exemple, avant le congé. Et dans le fond, c'est important que tous ceux qui éventuellement voient l'enfant survivant aient ces informations-là. Fait que dans le fond, d'autres genres d'interventions pertinentes qu'on a peu en médecine adulte, c'est que nous, quand les bébés naissent, ils sont identifiés au nom de bébé Tremblay 1, bébé Tremblay 2, bébé Tremblay 3. Ensuite, ils ont leur prénom qui rentre. Et ces cartes-là restent au nom de 1, 2 et 3. Et il y a plusieurs manières de faire ça. Il y en a, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils enlevaient tous les chiffres pour dire, OK, garde, l'autre, il est mort, on va arrêter de dire 2, c'est vraiment insensible pour les parents. Et d'autres disaient, non, on va le garder parce qu'il faut le reconnaître aux parents que dans le fond, il y avait un autre bébé. Puis une autre manière de le faire, c'est de dire aux parents, écoutez, on a des cartes avec 1, 2. Alexandre, qui était 1, est décédé. Est-ce que vous voulez que Paul, lui, ait une carte qui l'identifie encore avec un chiffre ou vous voulez qu'on enlève le chiffre? La plupart des parents veulent garder le chiffre.
Fait qu'en résumé, connaître le prénom du bébé décédé, savoir que c'est arrivé, l'utiliser, ne pas éviter d'en parler, normaliser les émotions, jamais dire au moins il vous en reste un. Considérer la proximité des jumeaux avant le décès ou après, confectionner des souvenirs et discuter des procédures attendues en pré-postnatal. Fait que dans le fond, il y a plusieurs ressources pour ça, qu'on a données aux cliniciens soutien. Fait qu'on a fait ces formations-là et je vous donne les résultats de l'intervention Ruban. Cette formation, elle a été donnée aux cliniciens soutien, particulièrement les 23, mais aussi à 203 cliniciens qui ont soit visualisé le lien ou qui sont venus faire la formation qu'on a faite plusieurs fois. Donc, il y a 203 cliniciens qui ont fait la formation. Ce n'était pas juste des infirmières, mais en majorité des infirmières. Et donc, 196 ont fait le pré-test, 143 le post-test. Et c'est surtout des infirmières. Puis, le tiers des infirmières travaillent en néonatologie depuis plus de 10 ans. Fait que dans le fond, en pré-intervention, la majorité jugeait qu'il était difficile d'identifier un deuil lors d'une grossesse multiple parce que c'était, comme je vous disais, pas facile à savoir que ton patient dans l'incubateur, bien, avant, il y avait une sœur ou un frère qui est décédé. La majorité de cliniciens, comme ils travaillent dans notre unité, s'étaient déjà occupés de bébés issus d'une grossesse multiple, dont un de jumeaux ou triplets décédé, puis ils n'avaient jamais vraiment reçu de formation spécifique dans ce contexte-là. 203 cliniciens ont assisté à la formation. Je vous ai dit ici que 196 ont répondu à est-ce qu'ils ont à toutes ce qu'on leur a demandé sur leur satisfaction. Donc, 97 % des participants ont évalué la formation à plus que 8 sur 10. On leur demandait de la noter. 95 % sont satisfaits, très satisfaits du contenu. 98 % se sentent plus à l'aise de parler aux parents endeuillés. Et il y avait une amélioration de leur connaissance des outils ou des interventions afin de sensibiliser le personnel au deuil ou du moins aussi comment parler aux parents. Fait que dans le fond, dans les pré-postes, il y avait des différences entre ce que les gens faisaient avant ou après. Fait que, par exemple, avant, il y avait 28 % qui croyaient qu'il fallait retirer le chiffre du bébé qui était décédé pour que celui qui soit survivant n'ait plus de chiffre, avec seulement 6 % après. Importance de sensibiliser tous les soignants, ça n'a pas changé parce que tout le monde trouvait que c'était important. Parler du jumeau décédé, il y a la moitié presque évitait d'en parler, c'est tombé à 3,5 % Informer, par exemple, le CLSC lors du congé, il y en a 6 % qui ne savaient même pas que c'était important, puis ça va à 0,7 %. Ensuite, on a regardé, en fait, ce qui est le plus important quand on fait un projet de formation, bien, on voit est-ce que les formations sont appréciées. Ensuite, est-ce que les connaissances sont acquises? Ensuite, est-ce que les connaissances restent? Puis, probablement le plus important, c'est important d'en donner puis que les gens l'aiment, mais c'est que sur le terrain, il y a quelque chose qui reste quand on évalue ça. Donc, depuis la formation qui a eu lieu en août, en fait, juin, juillet, août, parsemé pendant l'été, début automne, on a fait 12 audits sur l'unité, donc 2 fois par mois, de manière aléatoire. On va sur l'unité, puis on regarde les choses suivantes. On évalue les choses suivantes. Est-ce que les cas sont identifiés? Est-ce qu'il y a une présence de ruban à tous les endroits requis? Est-ce que les actions spécifiques sont faites? Par exemple, si le bébé est décédé en néonatologie, on regarde le jour du décès, on regarde la chambre d'admission, la chambre du décès, puis est-ce qu'il a rapidement, dans les heures qui suivaient, été changé de chambre? Après ça, est-ce qu'il a été mis dans une chambre de jumeaux? Au congé, est-ce qu'il y a eu une référence de deuil au CLSC pour le jumeau vivant? Est-ce que le nom du bébé décédé est dans le résumé du dossier du bébé vivant au congé? Et cette information-là est-elle dans le résumé de dossier? Et dans le fond, ça, c'est moi qui fais ces questions-là. De manière aléatoire, on arrive au chevet, on dit « Ah, c'est qui s'occupe de bébé Lucien? » L'infirmière dit « C'est moi. » Là, je dis « Bien, qu'est-ce que ça veut dire, ce ruban-là? » Puis, en fait, on voit c'est quoi les réponses. Il faut que ça soit par rapport au deuil périnatal. Ensuite, on demande « Est-ce que vous vous sentez à l'aise dans cette situation? » Ça peut être aux résidents aussi.
Puis c'est important, en juillet, bien, il y a eu toute une nouvelle batch de résidents qui ont pris en fait la formation clinicien soutien et de fellow, mais c'est important que l'année prochaine, bien, les nouveaux résidents, ils ne vont pas nécessairement l'avoir pris, puis qu'on soit capable de les questionner, puis de leur faire de l'enseignement à mesure quand certains arrivent sur l'unité. On n'a pas été capable d'évaluer, par exemple, une technicienne de radiologie, idéalement, quand elle voit le ruban, elle sait ce que ça veut dire. Les premières semaine, on en parlait à tout le monde quand ils venaient voir le bébé. Par exemple, un résident de cardio vient faire un écho cardiaque, on disait, bien, ça, c'est un bébé survivant de, si jamais il parlait à la famille. Et ça s'est un peu perdu, mais on n'a pas trouvé de moyen de vraiment questionner tout le monde qui rentrait dans la salle pendant une semaine, parce que c'est assez difficile à les localiser, trouver le personnel de recherche pour immédiatement, celui qui vient faire l'échographie ne va pas attendre 1 heure que la personne de recherche le contacte. Donc, c'est quoi les résultats de l'évaluation de terrain? Vous voyez qu'il y a eu 12 spot checks. Il n'y a pas juste eu 19 bébés décédés, mais lors de ces 12 journées-là, sur l'unité, parfois il y en avait 1, parfois il y en avait 2. Mais 100% des cas étaient identifiés. Et l'identification, le petit ruban, se trouvait toujours sur la carte du bébé, presque toujours sur le dossier du bébé, bien, presque toujours, un peu plus la moitié, toujours sur l'incubateur du bébé, mais la consultation prénatale, on a comme du chemin à faire, ce n'était pas toujours dessus. Il y a aussi une question de pratico-pratique. Quand on va faire une consulte, on ne part pas toujours avec un sticker qui est en néonat, puis dans le fond, on a laissé des stickers en obstétrique qui n'arrêtent pas de disparaître. Fait que c'est un peu difficile aussi de se dire qu'il faut la laisser en bas, la remonter en haut. Fait que ça, on est en train de travailler là-dessus. Dans tous les cas, les bébés ont été changés de chambre si le bébé est décédé en néonatologie. Pour le numéro du bébé, il est resté pareil de l'admission au congé. C'est ce que les parents voulaient. Tous les cas ont été référés au CLSC. En fait, en même temps qu'on réfère le bébé vivant, on réfère aussi pour un deuil périnatal pour le bébé décédé. Dans tous les cas, le nom du bébé décédé était dans le résumé de dossier. Tous les cliniciens savaient ce que représentait le ruban et la majorité des cliniciens se sentaient à l'aise. Et on leur demandait, bien, si vous ne vous sentez pas à l'aise, est-ce qu'il y en a d'autres? Savez-vous quoi faire? Ben oui, j'irai chercher d'autres personnes qui vont savoir quoi dire si je ne suis pas à l'aise d'en parler, qui vont me soutenir là-dedans. Fait que dans le fond, ça, c'est, je vous ai résumé ce que le projet Ruban, les retombées du projet Ruban, de ce projet-là d'enseignement sur l'unité. Et la dernière chose, parce que je voulais garder du temps aussi pour les discussions, la dernière chose dont je vais parler, c'est dans le fond de l'évaluation du rôle de clinicien soutien. Parce que vous vous souvenez, je vous ai parlé là, on vient de parler du projet Ruban, mais on a aussi fait de l'enseignement sur la détresse morale, on a fait de l'enseignement sur la communication avec les parents, sur les décisions difficiles. Puis ces cliniciens soutien-là, donc un par shift, sont sur l'unité, ils supportent les autres, ils aident les autres. Et à chaque 6 semaines, ils reçoivent un questionnaire qu'ils doivent compléter pour évaluer leur formation. Est-ce qu'ils l'utilisent? Est-ce qu'ils sont satisfaits? Puis nous donner des exemples de bons coups ou des exemples de où est-ce qu'ils ont besoin de formation. Ça, cette investigation-là, bien entendu, est toujours en cours parce que ça arrive à chaque 6 semaines et je vais vous donner les résultats vraiment préliminaires de la première fois qu'on a regardé nos résultats, le data, qui n'est pas, c'est pas vraiment à jour là, parce qu'on les regarde, on les regarde. Mais je vous donne des exemples des retombées ou de comment les cliniciens soutien se sentent sur l'unité. Fait qu'on leur demande, la première question, c'est avez-vous utilisé ce que vous avez appris dans la formation depuis le dernier questionnaire il y a 6 semaines? Oui, la plupart. Puis parfois, il y en a qui ont eu un 6 semaines qui s'est quand même assez bien passé, où ça a été des bébés assez faciles, dans le fond, faciles cliniquement, là, et où il n'y a pas eu de décision difficile, puis il n'y a pas eu de décès, ou il n'y a pas eu d'autres problèmes. Donc, il y en a quand même qui ne s'en sont pas servis. Sinon, la majorité, là, le 2 tiers, s'en servent, puis ils s'en servent 1 à 3 fois.
dans quel contexte ils se servent de leur enseignement de clinicien soutien? Souvent, c'est la communication ou le soutien aux parents, la personnalisation des soins, éviter les variations de pratique, s'adapter aux réalités des familles hospitalisées. Il y a quand même aussi beaucoup qui utilisent cette formation-là pour la détresse morale, surtout pour soutenir leurs collègues et pour aider quand il y a des accrochages entre les pairs, puis pour mieux communiquer ensemble. Dans le fond, il y en a d'autres qui ont donné d'autres exemples. 12 sur 14, c'était soutien à une famille. Puis, dans les circonstances, il y a souvent un soutien direct, mais on les encourage aussi à dire, est-ce que j'ai fait une pratique réflexive? Est-ce que j'ai aidé un père à réfléchir à une situation? Ou est-ce que moi, j'ai réfléchi à la situation autrement? Fait que parfois, ça peut être 3 choses, que quelqu'un vienne voir pour dire ça n'a pas de bon sens ce qui se passe sur l'unité, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire à bébé X qui est en train de mourir, pourquoi les parents ne veulent pas arrêter les soins intensifs. Le clinicien soutien qui reçoit cette formation-là, est-ce qu'on va aller soutenir la famille ensemble, peut aussi dire, regarde, on va réfléchir ensemble qu'est-ce qu'on veut faire avec ça, c'est quoi les outils qu'on a, où est-ce qu'on va aller, ça c'est une autre formation, mais il peut aussi, lui, se questionner par rapport à qu'est-ce que je peux faire dans cette situation-là. Quelles actions est-ce que vous avez fait? Parce qu'il y a plusieurs solutions qu'on a pour les cliniciens soutien dans ce genre de situation. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Parler aux assistantes infirmières-chefs, suggérer ou demander une consultation avec la travailleuse sociale, parler à l'équipe médicale, suggérer demander une consultation en soins spirituels ou une autre équipe, comme les soins palliatifs ou l'éthique clinique. Et j'ai oublié aussi, la ligne, c'était la première en fait, c'est d'organiser une réunion multi pour en parler en interdisciplinarité. On leur demande aussi quel sujet qu'ils veulent approfondir dans les prochaines formations. Fait que dans le fond, il y a des formations à chaque 6 semaines et on leur demande aussi à chaque 6 semaines, qu'est-ce qui vous manque dans le fond dans votre boîte à outils. Et quand les mêmes thèmes reviennent, on leur offre les thèmes pour choisir c'est quelle la prochaine. Donc, voici les prochaines formations qui vont avoir lieu. Il y en a qui ont déjà eu lieu, mais vont évaluer la qualité de vie future de nos patients, ceux qui survivent, soutenir les parents en crise, puis dans crise particulière. Par exemple, il y a des exemples sur papa n'est pas d'accord avec maman pour les niveaux de soins, où les parents s'antagonisent, où les parents sont en train de se séparer, ou les parents qui sont qui peuvent avoir des accès de colère ou de violence, comment les gérer. Gérer les conflits entre les parents et les cliniciens quand ils surviennent. Une formation de débriefing pour les cliniciens qui vivent un décès sur l'unité. Comment le faire, par qui, dans quel contexte, par quelle équipe, relativement rapidement avec les gens qui étaient là, en sachant que nous, on est de garde 24 heures sur 24, puis le 2/3 des décès surviennent la nuit. Enseignement sur l'avenir des enfants prématurés, puis des décisions de soins palliatifs après la naissance. On en a parlé, mais ils veulent plus d'informations là-dessus. Puis, je vous donne, pour finir, des exemples de verbatim qu'on a eu dans ces évaluations-là à chaque 6 semaines. Fait qu'on leur demande en quelques lignes, veuillez nous décrire un exemple de vos bons coups en tant que clinicien de soutien pour voir comment leur formation est utile. Fait qu'écoute et soutien avec une famille dont les jumeaux étaient hospitalisés dans 2 centres différents, référence à l'ATS et psychologie. Un autre clinicien soutien dit « Discussion et enseignement avec une autre clinicienne et un autre membre de l'équipe médicale, dans quel cas nous apposons le ruban de deuil sur les dossiers et en gros, comment parler aux familles. » Ils ont regardé la formation en ligne par la suite. On a fait du copier-coller ici. Fait que s'il y a des fautes d'orthographe ou de temps ou de futur conditionnel, ce n'est pas mes mots, c'est les mots qui étaient écrits par les cliniciens soutien qui font ces évaluations-là quand même assez rapidement, souvent pendant leurs heures de travail. J'ai discuté avec une collègue qui trouvait sa série de shift avec un patient dont les saturations sont de plus en plus basses, malgré nos interventions difficiles émotionnellement
et qui s'inquiétait de sa capacité à accompagner la famille les prochains jours. Ça, c'est au sujet d'un bébé dont les parents ne voulaient pas retirer les soins intensifs ou réorienter les soins, qui est décédé au bout de son tube. Ça a été assez long et ça a été assez difficile à vivre. Ça, c'est moi qui fais un éditorial libre pour que vous sachiez de quoi elle parle. Nous avons identifié ces malaises, des solutions à ceux-ci avec de la réflexion et avons abordé l'approche à adopter avec cette famille. Une autre dit supporter une collègue en retour au travail, être à l'écoute de mes collègues concernant le contexte lourd de l'unité et du manque de personnel présentement. Être à l'écoute de mes collègues pour la détresse psychologique importante ressentie par les infirmières présentement sur l'unité pour les bébés complexes. Ça, c'était une série de semaines où il y avait énormément de cas complexes, de décès, de réorientation de soins et un manque assez flagrant d'infirmières sur l'unité. Dans les dernières semaines, en raison du fort achalandage, j'ai eu à soutenir plusieurs collègues vivant de la culpabilité. En effet, elles se sentaient coupables d'être trop fatiguées et de refuser les temps supplémentaires alors que les collègues et le bébé avaient besoin d'elles. Certaines se sentaient également coupables de ne pas être aussi patientes, aussi positives avec les familles dans un contexte de fatigue surmenage. Nous avons donc dû discuter et échanger des responsabilités qui nous appartiennent comme professionnels, être présentes sur les camps de travail prévus versus ce qui est le devoir de l'employeur assurer du personnel en quantité suffisante. Le respect de nos besoins pauses, jours de congé a également été discuté, se donner aussi de la compassion. Je vous donne cet exemple-là parce qu'on n'a pas vraiment formé les cliniciens soutiens à parler du surmenage ou que ça ne va pas bien, mais ils ont aussi été identifiés comme des personnes à qui ventiler. Puis, on voit la dernière ligne, et souvent dans nos formations de cliniciens soutiens que notre job est difficile, puis c'est normal que tu trouves ça dur quand un bébé décède puis les parents ne sont pas là, par exemple. Puis il faut que tu te donnes aussi de la compassion puis que tu dises que tu es bon dans ces situations-là. Donc, les outils d'écoute ont aussi été transposés dans d'autres situations. À voir aussi qu'on a dit que leur rôle était le thermomètre. Bien, dans le fond, les infirmières chefs voient que, par exemple, en ce moment sur l'unité, les infirmières sont quote-unquote à bout, puis qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Fait que suite à certains de ces commentaires-là, c'est pas rare que on essaie même si c'est des petits gestes, là, de venir les remercier, d'avoir de la nourriture gratuite, qu'on ne peut plus donner en grande quantité maintenant parce que c'est le COVID, mais toutes sortes de choses qu'on peut faire aussi pour leur dire, écoutez, vous allez là, on est content de vous avoir. Avec une famille croyante et pratiquante bi-religieuse qui venait de recevoir leur bébé tant attendu, mais très instable, j'ai exploré l'importance de pouvoir appliquer leurs croyances auprès du bébé. Maman était soulagée de pouvoir apporter des prières au chevet et bébé et d'avoir accès à des soins spirituels, dont l'offre d'aide à l'organisation d'une cérémonie bi-religieuse par Dominique, qui est en soins spirituels, en fait, au moment du décès, avant le décès. Souvent, on fait réfléchir les autres de manière différente. Pour les bébés complexes, c'est facile de baisser les bras et de faire du bitching de salle à café et ça ne nous aide pas à nous ressourcer. Il est facile parfois de recadrer les choses en utilisant des outils simples. Beaucoup d'écoute, de petites solutions apportées pour calmer et rassurer les parents complexes de l'unité. Tenter d'uniformiser les soins. Négocier moi-même avec les parents alors que ma collègue, en 2 pour 1, ça veut dire qu'ils sont 2 infirmières pour un bébé très malade, était épuisée par les comportements des parents. J'ai aussi eu un décès de jumeaux discuté en équipe et retour sur le décès avec les parents 10 jours plus tard. Donc, c'est juste des petits exemples de leur vécu en tant que clinicien soutien. Fait qu'en conclusion, pour passer à la période questions si vous en avez, la formation de base en soins palliatifs périnataux, elle est insuffisante, ce qui mène souvent à des soins qui ne sont pas optimaux, un malaise des soignants et une détresse des cliniciens. Une formation de clinicien soutien par thème en recherche-intervention, dans le fond, en continuant de développer les thèmes qui manquent le plus et les outils qui manquent le plus aux cliniciens est possible. C'est un haut coût efficacité parce que, dans le fond, l'enseigné devient aussi un role model puis un enseignant. Fait qu'on a des mentors de haute qualité sur l'unité, qui ont été choisis aussi, qui étaient des leaders positifs, dans le fond, de par leur qualité. Fait que c'était déjà des gens que les autres allaient voir. Cette formation-là est appréciée par les cliniciens soutiens. Les connaissances des cliniciens augmentent, puis des changements sont mesurables sur le terrain.
ils existent en ce moment et seront à suivre. Fait que je ne sais pas si vous avez des questions pour moi, nous, peut-être